Bienvenue à La Plume et l'Épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle Thibault-Bédard, directrice artistique des Médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on découvre La Fleur du désert, tome 1 de la série Todora par Shanti Rishi. Rekhfet retint son père avant qu'il ne quitte les lieux. « Père, puis-je vous assister? Ma formation de Sunu est presque terminée. Si je vous accompagnais, je pourrais venir en aide aux blessés. » Kerouef regarda sa fille d'un air sombre. « Ce n'est pas une affaire pour une enfant. Assiste plutôt ton maître et reste en sa maison tant qu'il ne t'a pas remercié. » Rekhfet jeta un coup d'œil à l'homme étendu sur la banquette et soupira. « C'est entre les mains de cette brute que vous me jetez. Laissez-moi vous accompagner. Là-bas, au moins, je serai utile. » Le maître sculpteur s'éloigna. Rekhfet le rattrapa. Dans le jardin, les invités trébuchaient les uns sur les autres afin de quitter la demeure. Même Tamirti avait rangé leurs instruments et s'apprêtait à partir. « Mais père, il ne reste rien pour moi ici. » Renchérit Rekhfet. « Regardez, voyez par vous-même, tous s'en vont. » Kerouef prit sa fille par les épaules. « Écoute-moi bien. Je n'ai nullement le temps de m'occuper des caprices d'une enfant. Reste ici comme je te l'ordonne. » Rekhfet tenta de se dégager des bras de son père. « Comment osez-vous ainsi jeter votre fille dans les bras d'un homme vil sans aucun remords ?» s'écria-t-elle en haussant le ton. Les derniers invités la dévisagèrent avant de s'enfuir par la porte arrière. Djemou Sobek ronflait toujours. « Prends garde à ce que tu dis, mon enfant. Voici l'homme qui bientôt sera ton époux. » Kerouef, serrant les bras de sa fille, lui murmura plus bas. Cet homme assurera ton bien-être en t'offrant un toit et une maison plus que convenable pour élever tes enfants. Sois reconnaissante d'être si fortunée. Nombre de jeunes filles se retrouvent en de pires situations. Rekhfet rétorqua, furieuse. « Et depuis quand Kerouef aux grandes mains, maître sculpteur du temple de la Belle Dorée, a-t-il été empoisonné par le venin de l'avidité? Je vous ai entendu, maman et toi. C'est en échange de richesses que vous m'avez vendu. » Une gifle sonore claqua sur la joue de la jeune fille. Indignée, elle sentit des larmes lui monter aux yeux. « Tu sauras que ton père veille à te rendre heureuse pour l'éternité. Et Djemou Sobek sera la cause de ton bonheur. » Kerouef quitta sa fille sans se retourner, la laissant seule avec sa peine. Elle se sentit trahie par l'homme qu'elle aimait et respectait le plus. Les larmes coulèrent sur sa joue endolorie, une pointe d'amertume lui perça le cœur. La fraîcheur du soir la fit frissonner. Il ne restait plus qu'elle, elle et son désespoir. Bonjour Chantal. Bonjour. Tu es née en 1975 à Montréal. Tu as un baccalauréat en études littéraires et tu as aussi fait des études en histoire, un certificat, c'est ça? Ou presque Oui. Un certificat? Presque, oui. Presque un certificat, c'est bon. Tu me dis que l'écriture est ton métier à temps plein et Todora, la fleur du désert, c'est ton premier livre. Bon, là, si je fais un petit calcul rapide, né en 1975, fait qu'on va dire la mi-quarantaine, je devine que tu n'as pas non plus écrit Todora à temps plein dans les 20 dernières années, là, c'est ton métier à temps plein. Donc, qu'est-ce qui t'occupait avant Todora? Est-ce que c'était aussi en lien avec l'écriture? Non, pas du tout. En fait, j'ai fait plusieurs choses, mais en travail autonome, je travaillais dans une école de musique, donc j'étais en administration, marketing, ces choses-là. Puis tout ce qui est adjointe administrative, ou j'ai même fait un peu de direction adjointe, là. Puis c'est ça, mais à un moment donné, on revient à ses premiers amours là, de la littérature. Fait que je dis ça y est. Todora, ça fait longtemps que ça mijote là en moi, que j'avais commencé dans le fond. En 2005, j'avais auto-édité la première partie. Puis, on s'entend, là, c'est dans le temps où physiquement, je suis allée dans les imprimeurs, tu sais, aller voir un imprimeur, aller cogner à sa porte, dire je veux imprimer 100 copies, comment je fais, tu sais. Ouais. On n'avait pas les Amazon et toutes ces choses-là. On était un peu plus en mode bricolage. Exact, c'est ça. Donc, c'est ça, fait que je reviens à la littérature parce que, c'est ça, ça a toujours été ma passion première. J'ai toujours été passionnée d'histoire. C'est pour ça que moi, je me disais, est-ce que je m'en vais en histoire? Est-ce que je veux enseigner l'histoire? J'ai toujours aimé ce qui était, anthropologie ou ces choses-là. Mais quand j'ai vu l'histoire, j'ai fait, j'aime ça, mais j'aime raconter
entre les lignes. Donc, je voulais vraiment aller chercher un côté plus romantique, si tu veux, de l'histoire. Là, tu sais, j'aime m'inspirer de faits réels, historiques, Mm-hmm. mais j'aime broder autour. Tu sais, je vais partir, disons, là, d'un artefact, là, je vais dire, ben ok, c'est quoi son histoire ou qui aurait fait ça? Donc, c'est vraiment ça qui me parle beaucoup. Ben, c'est pas mal l'essence de la fiction historique. Hein, Exact. de partir d'éléments réels, puis comme tu dis, de broder autour de ça. Puis c'est le fun, ça te permet d'allier tes deux intérêts, histoire et littérature, puis de la créativité à travers tout ça. Donc là, tu as fait le saut, tu as, comme on dit en anglais, quit your day job, et puis tu t'es consacré à temps plein à l'écriture. C'est courageux. J'étais déjà à temps partiel, donc c'était pas très compliqué. Puis j'avais toujours des petits contrats par-ci par-là que j'ai encore des fois de temps en temps. Mais c'est ça, je me suis dit, ben, je vais être heureuse si je fais ça. Alors voilà, je me lance, puis ma situation familiale me permet de faire ce saut, parce qu'on s'entend, c'est pas le métier le plus lucratif du monde, mais on le fait parce qu'on est passionné. Oui, puis on reconnaît que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de le faire, mais en tout cas, je te félicite d'avoir fait le saut. C'est le fun de voir des gens qui suivent leur passion. Je t'ai appelé Chantal en début d'entrevue, mais la série Todora est publiée sous le nom Chanty Richer. Oui. Pourquoi avoir choisi un nom de plume? Non, plume. En fait, donc les gens me demandent toujours la première question, comment on prononce? C'est-tu Chanty? C'est-tu Shanty? C'est un peu des deux. En fait, c'est un diminutif de Chantal. Tu sais, ma mère m'appelait Shanty quand j'étais jeune. Et moi, j'ai fait beaucoup de danse orientale, baladie, etc. Puis, fallait qu'on se trouve un nom pour la danse là, à ce moment-là. Puis, tout le monde trouvait des noms un peu plus différents, tu sais, Aïcha ou des choses comme ça. Je me disais, ben, ça me parle pas. Puis je m'étais dit, ben, Shanty, ça marche bien. Fait que c'est tout le monde m'appelle comme ça depuis des années. Puis, avec quand je commençais à penser à publier, puis là, je faisais des recherches, puis il y avait une auteure qui s'appelle Chantal Le Richer qui fait des livres scolaires, tu sais. Donc je me disais là il va y avoir une confusion entre Chantal Richer et Shanty. Fait que je me suis dit bon ben ça y est, j'assume mon nom de plume, voilà, c'est Shanty. OK. Donc, c'est des raisons pratico-pratiques là, pour pas créer la confusion avec l'autre auteur. Puis aussi des raisons que c'est un prénom qui est le tien depuis longtemps. Fait que c'est pas, moi, je m'imaginais, il y a peut-être un peu comme, tu sais, deux personnalités. Chantal Richer n'est pas la même personne que Chanty Richer. Mais c'est pas ça, là. En fait, c'est comme mon moi public, tu sais, étant donné qu'avec la danse, oui, c'est ça, on me présentait toujours sous Shanty, fait que c'est resté. Voilà. Aussi simple que ça. Ah, super. Un de tes objectifs quand tu écris, c'est de faire découvrir tes passions. Là, je devine qu'une de tes passions, c'est pour l'Égypte antique, hein, parce que tu t'es quand même donné corps et âme pour documenter ce livre-là. C'est l'époque à laquelle se déroule l'histoire de Todora. Puis, en lisant, je me rendais compte que, bon, à part les pyramides puis les momies, j'ai pas beaucoup de références, moi, sur l'Égypte antique. Puis, tu sais, si je compare, par exemple, à d'autres époques comme le Moyen-Âge occidental qui a inspiré des tonnes de livres, des tonnes de films, des livres qui sont devenus des films, etc. J'ai l'impression que l'Égypte antique est un petit peu moins représentée dans la culture populaire. Est-ce que tu as un peu cette impression-là aussi? Puis selon toi, si tu as une opinion sur le sujet, bien sûr, qu'est-ce qui expliquerait ça? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est moins représenté. Pour quelle raison, je sais pas. En fait, ça l'a toujours fasciné, l'Égypte ancienne, mais on y va toujours avec ce qu'on connaît, les momies, les pyramides, etc. Puis moi, en fait, étant donné que je faisais de la danse orientale, j'ai commencé à m'intéresser à l'Égypte, justement, mais on s'entend là, actuelle. Moi, j'avais été voir ma première exposition de Ramsès II quand j'étais toute petite, là, à Montréal, dans le temps. Puis ça m'avait tellement fascinée, je me suis dit, ben j'aimerais ça explorer ça. Puis en fait, Todora, la première fois que j'ai travaillé sur Todora, c'était pour une subvention gouvernementale. Donc, fallait qu'on fasse des recherches, ces choses-là. Fait que j'ai dit, ben je vais choisir ce sujet-là. Moi, je pensais pas que j'allais ouvrir une boîte de Pandore, parce que c'était tellement... Je me dis, OK, bon, c'est 3500 ans d'histoire, jusqu'au grec, qu'est-ce que je choisis? Puis dans la littérature là égyptienne, il y a beaucoup de textes là quand même qui a été traduit. C'est vraiment riche. Moi, je trouve que ça manque beaucoup à être connu parce que c'est très beau, là. Tu sais, on voit, mettons, ce que dans les pyramides, là, ça va être très officiel. Bon, le roi a fait telle affaire, donc ils sont toujours très merveilleux et très bons, etc. C'est un peu comme j'appelle ça
le selfie de l'Antiquité, là, tu sais, on montre ton meilleur de toi-même, tu sais. Ouais. Mais quand tu vas un peu plus loin dans la littérature égyptienne, tu vas trouver, mettons, des graffitis ou des choses que les gens de tous les jours pouvaient marquer ou écrire. C'est très romantique, c'est souvent des contes d'amour ou très humoristique. Ça, c'est vraiment drôle. Fait que moi, j'ai vraiment quand même été dans cette période-là. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux trouver? L'époque, en fait, qui m'a intéressée, c'était le Moyen Empire, là. C'est presque 2000 ans avant Jésus-Christ, parce qu'il y a un événement qui a été raconté plein de fois par rapport aux pharaons de l'époque. Fait que je me suis dit, bon, mais c'est super intéressant. Je pars de ça, puis je vais essayer d'extrapoler, dans le fond, l'histoire autour de ça. C'est un peu dommage, je trouve qu'on parle pas peut-être tant que ça de l'Égypte ancienne, parce que c'est vraiment riche, là. C'est seulement au début, ma première idée, c'était, je vais mettre des chameaux dans le désert, mais les chameaux sont arrivés vraiment plus tard. Même les chevaux, il y avait pas de chevaux à l'époque. C'est arrivé parce qu'il y a eu des invasions, donc ils ont emmené les chevaux, ils ont emmené les chameaux. Fait que, je suis partie au début de rien, puis là, quand je me suis mis à ouvrir ça, je me dis, OK, qu'est-ce que je choisis, tu sais? Fait que, j'espère que les gens vont aimer l'Égypte ancienne plus, là. Oui. Ben, puis je suis contente que tu donnes l'exemple du chameau parce que je pense que c'est des pièges dans lesquels on tombe facilement quand on veut écrire sur une période historique, de se fier à certains clichés puis de pas nécessairement se poser la question, puis là de juste reproduire ces clichés-là parce que tu sais dans notre tête on se dit un désert, un chameau, c'est sûr, ça va ensemble là, tu sais. Ouais. Surtout que la pyramide en arrière là, tu sais, on voit ça sur les photos là, la pyramide, le chameau, tu sais. La silhouette du chameau, le palmier à côté, j'ai exactement l'image dans ma tête. Ouais. Puis fait que ce risque-là de glisser vers des clichés, c'est juste la recherche là qui peut faire qu'on se prémunit contre ce risque-là. Toi, tu avais quand même une formation en histoire, donc j'imagine que ça t'a aidé. Tu sais, tu connais les sources fiables, où regarder pour faire ta recherche. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, disons, à un auteur ou une autrice qui n'a pas nécessairement ta formation en histoire puis qui a envie de s'aventurer sur le terrain de la fiction historique? Ça serait quoi un peu, là, tu sais, mettons 2-3 grands points importants pour commencer là-dedans puis s'assurer que notre recherche, elle est adéquate, suffisante, là? Mais je veux juste dire une petite parenthèse. Quand j'ai commencé en 2005, j'avais pas de formation du tout historique. Okay. C'est en allant rencontrer des gens qui étaient dans le domaine. C'est sûr qu'au début, on y va de surface. Mettons, on va voir Wikipédia, la première chose, mais il faut pas s'arrêter à ça. Au début, on essaie de fouiller notre sujet et après ça, on doit aller vraiment dans les documentaires. Donc, idéalement, on va dans une bibliothèque, soit à l'UQAM ou d'universitaire pour essayer de trouver des informations qui sont vraiment plus pointues. Et il faut y aller quand on commence très large. Après ça, on rapetisse puis on dit, OK, je veux cette période-là. À ce moment-là, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais commencé en faisant beaucoup de recherches. Je me suis dit, je vais écrire après quand je vais avoir fait toutes mes recherches. Mais la réalité, c'est que quand on écrit, là, on a des questions. Fait que là, genre, oui, mais c'est quoi qu'on utilisait? C'est quoi l'outil? Ils ont-tu des ustensiles? C'est quoi le bol? Est-tu fait en argile? Il est fait en... Donc, faut faire un peu ça en parallèle. Je dirais l'autre truc, là, ça serait vraiment de le faire... On fait nos recherches et on fait à la fois l'écriture. C'est plus simple à ce moment-là parce que là, au fur et à mesure, les questions viennent à notre tête, on les écrit, puis là, on dit, OK, c'est bon, j'ai une question pour tel item, je le prends en note, je vais aller fouiller. Puis si on peut aller poser des questions à des gens, soit des professeurs en histoire ou on apprend justement plus de choses que des fois juste le livre. Justement les fameux chameaux dans le désert. J'avais parlé avec une dame puis elle me disait, vous savez, il y a pas de chameaux à l'époque que vous voulez écrire. J'ai fait OK, mais tu sais c'était pas écrit comme ça. Je l'avais déjà mis. J'ai fait bon OK, on enlève ça. Puis elle m'expliquait toute la migration, si tu veux, là, des bêtes, là. Ouais. Fait que, donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment, après ça, c'est d'aller voir des gens qui sont dans le domaine. Il y a beaucoup de spécialistes ou ces choses-là. Faut pas avoir peur d'aller cogner à la porte, là. Tu sais, les gens sont assez ouverts, surtout quand ils sont passionnés, là, sont super contents de parler de leur sujet. Ouais. Et bien, parlant de personnes que tu peux consulter, est-ce que tu as eu des relecteurs de tes manuscrits qui regardaient la précision historique? En fait, quand on écrit, disons, un manuscrit, avant d'envoyer en maison d'édition, on a des bêta-lecteurs qu'on appelle, des gens de confiance, qui est pas juste papa-maman pour dire « Ouais, c'est vraiment bon ce que t'écris. » C'est le fun, mais c'est pas juste ça. Ouais. Donc, idéalement, aller chercher des gens
soit qui ont déjà écrit ou, tu sais, quand même, qui ont un bon œil critique, là, tu sais, c'est important d'avoir de la critique. Puis, je dirais, moi, en fait, c'est mon directeur littéraire qui est un historien. Fait que là, justement, il me sortait des petites choses à faire attention, telle affaire. Disons, j'écrivais, supposons, la personne va faire un signe, puis il dit, ah, tu sais, se signer, c'est peut-être plus judéo-chrétien, donc je mettrais autre chose. Tu sais, des petits détails comme ça, fait que c'est important aussi, mais ça dépend du niveau là, de rigueur qu'on veut. Parce que c'est infini, là, on peut faire ça toute la vie. Là, à un moment donné, faut trancher, puis il faut écrire. Ouais, puis il faut que le livre demeure une lecture divertissante et agréable. Puis je pense que peut-être le lecteur le sentirait à la longue si l'attention aux détails, elle est un petit peu trop obsessive, disons ce mot-là. Là. Ça deviendrait peut-être lourd dans la lecture. Fait qu'il faut créer un équilibre entre un aspect un peu plus, disons, documentaire et un aspect qui, je veux dire, faut avoir du plaisir à lire l'histoire. Puis là, je peux pas m'empêcher de poser la question, là, les chameaux sont arrivés quand dans le désert? Parce que là, ça me chicote, là. Ben, écoute, les chevaux sont arrivés avec l'invasion Hyksos. Je pense que c'est au 10e siècle avant Jésus-Christ. Et les chameaux sont arrivés après les Grecs, fait que c'est vraiment au début de, je pense que c'est 500 ans après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. C'est récent, là, c'est récent. C'est vraiment récent. On s'entend, c'est resté, puis maintenant, les chameaux sont là pour rester, là. Oui. Mais je te dirais, c'est le moyen de transport, à l'époque où moi j'ai écrit pour le Moyen Empire, c'est juste il y avait des ânes, c'est le moyen de transport, c'est tout, en fait. L'âne, c'est un animal désertique, fait que il peut aller chercher de l'eau, il peut survivre quand même très longtemps dans le désert, fait que c'était un élément vraiment important, que je voulais vraiment l'ajouter. Fait que c'est un petit personnage bon pour moi. Oui, merci, ça satisfait ma curiosité. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié lire sur une époque que je connaissais très peu, en fait, puis le fameux équilibre là, entre le côté historique et le côté divertissant, je pense que tu as tapé dans le mille parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Avant qu'on se plonge un peu plus dans l'histoire de Todora, la fille du désert, la fleur du désert, excuse-moi, oui. Todora, la fleur du désert, presque, on va se mettre un petit peu en ambiance, dans l'ambiance en écoutant un extrait. Je sortis sur la terrasse. Un châle de laine sur les épaules, j'accueillis l'air frais de la nuit. Le cœur dans un étau, je laissais la brise sécher les larmes qui roulaient sur mes joues. Les mimosas dansaient au vent, me berçaient d'un murmure réconfortant. Les bêtes dormaient dans un coin de la cour. C'est alors que la douce mélodie d'une flûte flotta jusqu'à mes oreilles. Je remarquai une silhouette assise au pied d'un palmier dattier dont les fruits bientôt mûrs retombaient en grappes. Lorsque le bédouin termina sa pièce, il me fit signe de le rejoindre. Sechem portait une longue tunique de lin lui descendant aux chevilles. Ses cheveux ondulés reposaient librement sur ses épaules. Une aura se dégageait de lui, enveloppante. Je m'assis, un peu mal à l'aise de me retrouver seule avec ce jeune homme que je ne connaissais pas vraiment. Son regard se voulait doux et amical. J'avais beau le trouver arrogant depuis notre première rencontre, il me faisait toujours un drôle d'effet au creux de l'estomac. Encore des cauchemars ? Me demanda-t-il gentiment. J'hochai la tête en ravalant un sanglot. Il me tendit une carafe que je refusai. Je ne bois pas d'alcool. Tu changeras peut-être d'avis en goûtant ce vin au miel. Pour ne pas être impoli, je bus d'un trait une gorgée du liquide sucré, évitant de respirer. Pas mauvais, hein ? Je réprimai une grimace. Délicieux, mentis-je. Sechem pouffa de rire. Tu ne laisses jamais rien paraître, petite fleur ? Je le fixai droit dans ses beaux yeux marrons en ravalant un certain embarras. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mes lourds secrets m'empêchaient de me confier et de me sentir complètement à l'aise avec les membres de la troupe. L'abysse m'en séparant me paraissait parfois infranchissable. Difficile de faire confiance, comme si la trahison pouvait me terrasser à l'improviste. Le cœur lourd, je soupirai, l'esprit ailleurs. Sechem demeura silencieux à mes côtés. Le mal du pays. Sa voix se voulait réconfortante, sincère. Je détournai le regard, les yeux larmoyants, la main portée à l'amulette d'émeraude à mon cou. Elle semblait irradier la chaleur entre mes doigts.
On pourrait dire ça, dis-je dans un soupir. Traversé par un frisson, je remontai le châle sur mes épaules, les genoux repliés sur ma fragilité. On comprend de cet extrait que le personnage principal, Todora, cache un secret. Et bon, c'est en quelque sorte le point de départ de ton récit. À cause de son secret, la jeune femme va se sentir forcée de s'exiler. Elle va quitter la ville où elle vit avec sa famille et elle va s'enfoncer seule dans le désert. Puis nous, lecteurs, on la suit à travers tout ça, puis on découvre là, différentes cultures, etc. à travers tout ça. Tu disais un peu plus tôt que comme source d'inspiration, tu vas souvent partir d'un élément historique réel. Ça peut être un événement marquant, ça peut être une découverte archéologique, et là, tu vas broder une histoire autour de ça. Est-ce que dans le cadre de, La fleur du désert en particulier ou la série Todora de façon plus générale, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'éléments historiques comme ça qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a même certains de tes personnages qui sont inspirés de personnages réels? Oui, en fait, le premier élément, c'était dans mes premières recherches, en fait, puis je pense que je l'ai même pas pris en note tel quel. Il y avait une fresque à un moment donné dans une des tombes où il y avait une troupe de musiciens, danseurs multiethniques. Donc, tu avais une femme égyptienne avec un Nubien, parce qu'il les dessine vraiment de façon très caractéristique. Là. Le Nubien va avoir la peau noire avec sa peau de léopard. Tu vas avoir ce qu'on appelle les Asiatiques, ceux qui sont tout ce qui est ce qui vient à l'est, là, donc tout ce qui est soit Palestine, ces choses-là. Donc, ils vont avoir un vêtement coloré différent avec une barbe. Ils sont très barbus ou les roux, ces choses-là. Fait que moi, j'avais pris ça, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Puis j'ai parti de cette idée-là. Après ça, j'ai cadré ça à la 12e dynastie, là, parce que il y a un événement qui s'est produit, j'essaie de pas trop divulgacher les choses, mais disons qu'il y a eu un complot pour assassiner le pharaon. Donc, ça a été vraiment très documenté, c'est écrit, on a des textes de ça, puis la façon que les anciens Égyptiens fonctionnaient, dès qu'ils avaient un élément important, ils pouvaient un peu comme les moines, les copistes, là, ils recopiaient les textes. Et il y a un texte de la 12e dynastie qui est toujours recopié et qui est, disons, le complot contre le pharaon. Donc, c'est tellement écrit et réécrit, je me dis, OK, il faut que je fasse quelque chose de ça dans cette période-là. J'ai essayé de jouer vraiment là dans ce contexte-là. Donc, t'as le pharaon Amenemhat Ier et son fils Sésostris. C'est tellement, je veux dire, j'ai presque rien inventé. Je veux dire, juste la façon que c'est écrit, les enseignements d'Amenemhat à son fils, c'est comme si le texte, en fait, c'est comme si le père disait à son fils, tu sais, mon fils, fais attention, ne fais pas confiance aux autres, tu sais, tu n'as pas d'amis, tu sais, donc tu dois toujours surveiller. Tu sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose c'est comme si le défunt roi avait parlé à son fils, mais c'est de pure fiction, mais c'est tellement bien écrit. Je me dis, mon Dieu, juste ça, c'est trop important pour pas le mettre dans le... C'était majeur, là. C'était vraiment majeur à l'époque. Ça a suscité autant de réécriture et de copies, etc. Fait que tu pouvais pas passer à côté. C'est ça. C'est ça. Alors voilà, j'ai pris vraiment cette période-là précisément. Mais on s'entend, là, le personnage féminin de la musicienne, elle est purement fictive, là. Elle n'a jamais existé, là. C'est vraiment inventé. Mais je voulais vraiment y aller avec des enjeux de la femme à cette époque. Tu sais, c'est sûr, je l'ai fait un petit peu plus aventureuse là, que les gens de l'Égypte ancienne, là, parce qu'on s'entend, eux autres, c'est souvent ils restent dans le même village pendant des générations. Là, je veux dire, pour eux, le Nil, c'est la vie. Fait que sortir du Nil, ça veut dire c'est la mort. Tu sais, si tu sors de là, tu meurs. Donc, tu sais, il y a comme un aspect. Tu sais, je voulais que le personnage ait vraiment un aspect transformation, si tu veux, là, découverte de soi et tout, là, fait que... Oui, je l'ai senti, puis effectivement, elle frôle un petit peu la mort, là, en faisant ce départ-là de son nid, malgré que le personnage peut-être se distingue du quotidien de la femme moyenne à l'époque. Je pense que tu as quand même bien réussi à illustrer qu'est-ce que ça représentait de se déraciner comme ça à l'époque. Je vais revenir au point de vue féminin du récit parce que je l'ai trouvé très intéressant, mais avant, je voulais juste qu'on aborde un élément qui m'a
frappé, c'est la description. Bon, il y a plusieurs descriptions que tu fais. On voit que tu as porté attention à, tu le disais tout à l'heure, là, dans ta recherche, t'assurer de, bon, comment est-ce que tel outil était utilisé, peut-être quel vêtement était porté. Donc, il y a plusieurs éléments descriptifs à ce sujet-là. Puis, une description que j'ai trouvée particulièrement détaillée, c'était celle du temple de Hathor. Et là, c'est tellement détaillé. Est-ce que c'est un temple qui a réellement existé, ça, ce temple-là? Ben, le temple de Hathor, il est à Dendera, en fait. Il est encore là maintenant. Ah, OK. Donc, les Égyptiens construisent toujours les temples, reconstruisent les temples sur les lieux sacrés. Donc, il y avait un temple à l'époque de Amenemhat Ier, donc de la 12e dynastie, à cet endroit. Mais on s'entend, il a été... on prend les pierres, on refait le temple. Et le temple qui est présentement là, de Hathor, à Dendera, ça a été fait conçu par les Ptolémées, donc le grand-père, si tu veux, de Cléopâtre. Là. Okay. Donc, on peut encore le visiter. Fait que je me suis inspirée de j'avais besoin de visuel aussi, là. Je me disais comment je fais pour représenter ça. Donc, je me suis inspirée vraiment de ce temple-là. On s'entend, il était peut-être pas exactement comme ça à l'époque là, de mon pharaon, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je fais comme les Égyptiens. En fait, j'utilise un peu quelque chose du passé là pour construire ce que je veux. Fait que les gens peuvent le visiter. C'est ça. J'avais des gens qui visitaient l'Égypte à ce moment-là. Donc ils m'ont envoyé des photos, sont allés vraiment sur place. Puis là, j'ai des vidéos, des photos. Tu sais, j'ai beaucoup d'informations. J'ai une amie qui était allée justement. Elle est allée dormir avec les Bédouins dans le désert, puis elle m'a montré des belles photos, puis des vidéos, c'était magnifique. Fait que moi, je me suis inspirée de tout ça, puis j'ai mis ça pour que ça soit vraiment authentique. Là. En fait, je voulais vraiment m'imprégner du lieu pour essayer de mieux le représenter. Là. Que ce soit réaliste là, le plus possible. Exact. C'est le genre de voyage, j'imagine, que tu aurais envie de faire. Hein? Ah, mais ça, oui. Je suis pas encore rendue là, mais ouais, c'est ça. Je te le souhaite. C'est dans ma liste. Je te le souhaite. Parlant de temple, tu fais plusieurs références à la religion égyptienne, une religion qui est polythéiste. Une des divinités dont tu parles souvent parce que c'est l'intérêt principal, disons, de notre personnage principal, c'est la déesse de Hathor, dont le temple dont on vient de parler, c'était le temple qui lui est consacré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette déesse-là? Qu'est-ce qu'elle représente? Puis, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as choisi de mettre en avant cette divinité-là davantage qu'une autre dans ton livre? Oui, il y a deux raisons pourquoi j'ai choisi Hathor. Un, parce que justement, il y avait le temple de Dendera qui me fascinait beaucoup, parce qu'on la représente, dans le fond, c'est la déesse de la fertilité, la déesse de la danse aussi, très maternelle. Elle est représentée souvent sous forme avec des oreilles de vache, donc elle a des oreilles un petit peu allongées, parce qu'on s'entend pour eux, la vache, donc c'est nourricier avec le lait et tout ça, le fromage. Donc, c'est vraiment puis c'est très maternel quand même, là, la vache et c'est un caractère très doux et tout ça. Puis, c'est pour ça que je me suis dit, bon, OK, j'aimerais ça parler de ça. Et en plus, mon personnage, c'est une musicienne, danseuse. Donc, je me dis, c'est parfait, là. C'est le meilleur prétexte, dans le fond, pour parler de ça. Tu sais, on s'entend, il y a tellement de divinités, puis ça a évolué avec le temps, des dieux, déesses qui se rejoignent, qui s'ajoutent. À un moment donné, il faut faire un choix. Fait que je me suis dit, je vais parler de celle-là en priorité. Parce que, tu sais, pour la jeune Égyptienne, justement, je me dis, elle va avoir choisi, elle va vouloir danser pour le temple, elle veut, tu sais. Puis on s'entend, là, je dis la musicienne, mais pour eux autres, c'est tout ensemble. La danse, la musique, le chant, c'est la même discipline, si tu veux, là, tout va ensemble. Là. Puis tout est sacré. Donc, tu le fais pas juste pour le plaisir, tu le fais parce que tu penses que tu vas plaire à la déesse, tu sais. Je me disais, à tort. Bon, voilà, c'est un bon prétexte là, pour utiliser la musique, la danse dans le récit aussi. OK, super. Revenons sur le sujet que tu abordais un petit peu plus tôt, le désir de raconter l'histoire d'un point de vue féminin. J'ai remarqué que, bon, non seulement, bien sûr, tu racontes l'histoire d'un point de vue féminin puisque le personnage principal est une jeune femme, mais aussi, j'ai remarqué que La fleur du désert passe le test Bechdel-Wallace. Est-ce que tu connais ce test? Non? Ah, OK. J'aime beaucoup ça, regarder des récits, des films, des livres à travers la loupe. Bechdel-Wallace, c'est un test qui a été mis sur pied par... en cinéma? Oui, c'est plus en cinéma. C'est des personnes, en fait, qui se sont posé la question sur la représentation des personnages masculins versus féminins dans un film.
Et ils ont mis sur pied un test en 3 étapes pour essayer d'évaluer est-ce que les personnages féminins sont bien représentés. Puis c'est 3 questions qu'on se pose. La première question, c'est est-ce qu'il y a au moins 2 femmes dans l'œuvre qui ont un nom? C'est pas juste genre l'adjointe ou la servante ou tu sais, ils ont un nom. Ce test-là fonctionne dans ton cas. Ensuite, est-ce que ces femmes se parlent entre elles? Est-ce qu'il y a des conversations entre les femmes? Et finalement, 3e question, lorsque ces femmes se parlent, est-ce qu'elles se parlent d'autre chose que des hommes? Et il y a toujours des statistiques intéressantes à voir qu'il y a très peu de films qui passent le test Bechdel-Wallace qui sont capables de répondre oui à chacune de ces 3 questions-là. Et dans le cas de La fleur du désert, on peut répondre oui à chacune des 3 questions. Et moi, ça m'a beaucoup fait plaisir parce que je trouve qu'en tant que lectrice, j'y crois davantage. Tu sais, je m'identifie davantage à l'histoire puis aux personnages parce qu'ils ont des relations entre elles qui sont normales que moi j'ai avec mes copines dans la vie. Fait que j'ai beaucoup apprécié cet élément-là. Est-ce que c'était de ton côté une démarche volontaire? Est-ce que ça s'est fait tout seul? C'est dans ton désir de plus donner la voix aux personnages féminins, est-ce que tu t'étais mis un peu un cadre à l'intérieur duquel jouer? Comment tu as vu ça? Je me suis pas nécessairement mis un cadre, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours voulu mettre plus d'emphase sur le personnage féminin, les personnages féminins. Il y a une petite altercation à un moment donné avec sa grand-mère, Nashuyu, que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère aussi. Je me dis, ça serait le fun de rajouter quelque chose aussi là-dessus. Il y a sa mère aussi, c'est très maternel et tout ça. Je trouve que, parce que l'Égypte ancienne est très patriarcale, là, c'est vraiment, c'est pas un milieu super facile pour les femmes à l'époque. Disons que, en fait, c'est pas facile. C'est mieux que les Grecs ou ailleurs, disons là, mais je voulais vraiment qu'on raconte quelque chose de son point de vue à elle. Tu sais, je veux dire pas parce que c'est pas écrit nécessairement dans les textes. Je veux dire, les femmes ont toujours existé, puis sont tellement présentes et tout. Fait que je voulais vraiment mettre plus de place, tu sais, à ce personnage-là féminin et à ses acolytes, si tu veux, féminins. Puis tu sais, je m'étais pas dit ok, je veux que ça soit quelque chose féministe ou je sais pas quoi là, mais même si je suis quand même féministe quand même là, mais c'est vraiment, je voulais parler dans le fond de la découverte du premier amour. Tu sais, c'est la jeune fille qui passe vers la femme. Tu sais, là, on s'entend, on parle du tome 1, mais tu sais, c'est une trilogie, donc je voulais qu'il y avait une progression entre la jeune femme à la femme, tout ce qui est la découverte de soi, etc. Je me dis, ça peut pas être juste déterminé par un homme non plus. Tu sais, je veux dire, elle évolue, tu sais, il y a une progression qui se fait dans son psyché, tu sais, elle apprend à se connaître et tout ça, elle a des amitiés, etc. Donc, c'est vraiment ça, mais je suis allée vraiment de façon intuitive, je pense, je dirais ça comme ça. Puis, étant donné que je voulais parler aussi beaucoup de la danse et de la musique, tu sais, parce que je fais aussi de la musique, je me dis, j'aimerais ça intégrer ça. Fait que je me dis, côté féminin, ça fonctionne, mais il y a quand même un penchant aussi masculin très présent aussi dans la troupe, là, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant aussi. Ouais, un penchant masculin, mais des personnages masculins qui sont membres d'une troupe d'artistes, donc on véhicule pas nécessairement disons la personnalité masculine plus guerrière ou plus, tu sais, qu'on va voir un petit peu plus souvent, là, je pense dans les récits, là, fait qu'on a quand même un équilibre intéressant, je trouve, dans la représentation des personnages masculins aussi, qui sont présentés dans un contexte qui est rafraîchissant, là. Ah, parfait, mais ça va arriver plus tard, tu vois, dans les autres romans, c'est un petit peu plus politique, un petit peu plus militaire. Ouais, j'ai un petit côté. C'est parce qu'on s'entend là, il y avait aussi des rébellions, un petit peu donc je voulais parler aussi de ce contexte-là parce que quand la passation du pouvoir est allée de Amenemhat à Sésostris, il y a eu des troubles, ça c'est documenté et tout ça, fait que je voulais vraiment ressortir ça. Tu sais, un des thèmes que j'aime beaucoup, c'est la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Je trouvais que c'était quand même actuel. Ouais. Puis c'était très présent pour l'ancien Égyptien parce que pour eux, tout ce qui est extérieur à eux, ils connaissent pas tant que ça. Fait que c'est pour eux autres, c'est négatif, c'est mauvais. Ils ont peur de l'autre. Fait que tu sais, le pharaon est toujours montré en train d'écraser ses ennemis, puis tu sais, même tu sais, les images on les voit là, tu sais, il piétine l'ennemi, il tire par les cheveux, tu sais, c'est des choses vraiment très graphiques pour montrer qu'il
qui contrôle les autres. Donc, plus les récits vont arriver, on s'en va un petit peu plus dans le trouble, un petit peu plus. Là. Puis, ce que tu décris, donc, dans la façon dont c'est imagé, j'imagine il y a peut-être une certaine forme de propagande de l'époque aussi, hein, c'est que le dirigeant se présente comme tout puissant parce que si je me présente comme tout puissant, mes sujets vont accepter cette puissance et vont accepter de se plier à mes volontés, etc. Là, donc, c'est une manière de se peindre comme cet être tout-puissant. Exact. Ben, en fait, tous les hiéroglyphes, là, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on voit, nous, ce qu'on retrouve sur des stèles ou dans les temples, ces choses-là. C'est vraiment de la propagande. C'est ça, c'est pour dire je suis descendant des dieux, je suis tout-puissant, etc. Ils allaient, quand ils allaient en Nubie, qui est maintenant le Soudan, là, si tu veux, au sud. Je veux dire, dès qu'ils arrivaient là, ils brûlaient les villages, ils mettaient tout le grain, tout ça, ils jetaient ça dans le fleuve, puis c'était comme, c'est moi le roi, mon territoire est jusqu'ici, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de violence, là, quand même, à cette époque-là. C'est sûr que je voulais pas que ça soit juste ça, on s'entend, là. Je voulais vraiment mettre l'emphase sur d'autres aspects, mais j'aurais pas le choix d'y arriver là dans le contexte là, c'est un peu pour ça que j'avais choisi cette période-là, oui. On s'entend, ça a été presque pas discuté dans de façon officielle, le pharaon n'a pas nécessairement écrit tout ça, mais il va dire j'ai écrasé mon ennemi et voilà, puis c'est tout là, on va avoir un petit côté un petit peu plus militaire qui s'en vient. Là. On va brosser un portrait complet, le plus complet possible de l'époque qui nous intéresse. Ouais, okay. C'est ça, mais ça reste quand même du point de vue féminin, je dirais là, quand même. Là. Bon, et puis les lecteurs vont bientôt avoir l'occasion de connaître justement l'ensemble de cette histoire avec ses côtés politiques, ses côtés personnels et tout. La fleur du désert, c'est le tome 1 de la série Todora. Le tome 2, qui s'appelle La fleur du palais, est déjà disponible en librairie. Et là, le tome 3 s'en vient bientôt. C'est ça? On attend ça pour quand? Ça devrait sortir au mois d'août. Donc, le 3e tome, ça va être La fleur du Nil. Donc, on poursuit le voyage et notre personnage va retourner vers les siens, donc elle redescend vers sa ville natale de Dendera. Donc, elle va probablement devoir affronter son passé et savoir qu'est-ce qu'on fait avec est-ce qu'on son secret va être bien gardé ou non, parce que dans le tome 2, on n'en a pas trop parlé, mais dans La fleur du palais, elle se retrouve justement impliquée dans le complot pour assassiner le roi. Donc, disons qu'il y a d'autres femmes importantes qui arrivent dans l'histoire, dans le palais. Donc, Todora va être impliquée dans ces aventures-là. Donc, on va essayer de... Je vais pas trop de parler. Là. Je comprends. Tu sais. Mais déjà, ça pique ma curiosité. Puis donc, tome 3, retour aux sources, retour à la maison, mais là, avec une personnage qui est complètement transformée là, par tout ce qu'elle a vécu. Exactement. Puis, tu vois, parce que au départ, on parlait de la déesse Hathor, justement, et il y a une espèce de festival, justement, qui est comme... Il prenait la statuette de la déesse Hathor et elle se promène, justement, dans l'Égypte. Et à un moment donné, elle revient, justement, à sa ville de Dendera. Fait j'avais ça en tête. Je me disais, je dois retourner à la source, si tu veux. Fait que, voilà, j'essaie de pas trop divulgacher les infos. Mais quelle belle symbolique, j'aime vraiment ça, c'est vraiment un beau lien. En tout cas, on va surveiller ça avec grand intérêt, j'ai très hâte de lire la suite. Merci beaucoup, Shanti, pour cette belle discussion, c'était super agréable. Merci à toi, Prunelle. L'univers de nos auteurs et autrices vous fascine? Venez vous y plonger lors des Médiévales de la Naudière, un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire, du terroir et de l'imaginaire, chaque année en juillet. Pour plus de détails, visitez le www.médiévallanaudière.com.